Dimanche 1er août de l'an 2021, chers amis internautes, bonjour et bon réveil matinal. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. En cette occasion, je reçois pour vous ce dimanche sur le plateau de l'invité sur ESAE TV, Eugène Dosoumou. Il est secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain dont il en est membre du bureau politique. Il est membre du conseil économique et social. Il est ancien secrétaire général du gouvernement. Bonjour à vous, Eugène Dosoumou. Bonjour chers amis et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Avec lui, chers amis internautes, nous essaierons de parler des 61 ans d'indépendance du Bénin, le 61e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Nous parlerons de la santé du parti politique Bloc républicain. Et puis en fin d'émission, nous essaierons de commenter la rencontre qu'il y a eu cette semaine entre Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Cette rencontre qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce que sur le plan politique, le Bénin a des leçons à en tirer? Alors, nous commençons par l'indépendance. Nous sommes le jour de l'indépendance. Ce jour, des manifestations sont en cours à l'heure où nous parlons actuellement pour consacrer cette célébration du 61e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Eugène Dosoumou, dites-nous dans quel état d'âme vous vous retrouvez ce jour? Merci beaucoup de me donner l'occasion de me prononcer sur cet événement majeur de la vie de notre pays. Le 1er août 1960, c'est le jour où notre pays a accédé à la souveraineté internationale. Et ça a été, comme l'histoire nous l'enseigne, ça a été un jour de fête. Et généralement, à cette occasion, il est toujours bon de s'arrêter pour faire un peu le bilan du chemin parcouru depuis tout ce temps-là. Il faut dire que, parlant du chemin parcouru, notre pays a connu cette période de 12 années où c'était 12 années d'instabilité. Et j'allais dire d'apprentissage de la gouvernance du pays. Ça a été pénible. Nous avons eu cet apprentissage-là dans une certaine pénibilité. Mais nos aînés ont su trouver en eux-mêmes les ressources nécessaires pour stabiliser la situation à partir de 1972, où c'est le président Kérékou qui, à la faveur d'un coup d'État, a pris le pouvoir d'État. Nous avons vécu cette période révolutionnaire jusqu'en 1990, où notre pays a inauguré l'ère du renouveau démocratique qui est en cours aujourd'hui. Voilà à peu près 3 phases importantes de l'histoire de notre pays. Mais durant ces 3 phases, contrairement à ce que beaucoup ont tendance à dire, je ne dirais pas moi que rien n'est fait. Il y a de petits pas qui sont posés. Certes, par moment, on peut se dire on peut mieux faire, mais ce qui est sûr, c'est que nous continuons quand même de tendre vers le développement de notre pays, qui est tout un processus, qui est tout un cheminement. Et quand on aura même atteint certains niveaux, on ne pourra jamais dire qu'on a atteint le niveau de développement à tel point qu'on ne puisse plus progresser. Cela dit, je crois que depuis le renouveau démocratique, c'est le pluralisme politique, c'est la liberté d'expression, c'est un certain nombre d'acquis démocratiques qui aujourd'hui font la fierté de notre pays. Je voudrais saisir l'occasion donc pour souhaiter une très bonne fête à tous les concitoyens et que cette année 2021, 1er août 2021, qui se célèbre dans un contexte de pandémie, soit quand même une bonne fête pour chacun de nous et que ce soit une fête dont nous allons profiter pour réfléchir davantage à la vie de notre pays,
Parce qu'il n'y a pas que la pandémie. Et il y a encore beaucoup de maux qui minent le développement du pays. Je veux citer, entre autres, le manque d'emploi pour les jeunes, disons, le panier de la ménagère. La hausse des denrées de première nécessité. De première nécessité. Et là, il faut dire aussi que c'est quelque chose de cyclique. L'essentiel est que nous parvenions à trouver des solutions pour pouvoir régler ces problèmes-là qui minent le développement de notre pays. Voilà. Le problème qui mine le développement de notre pays. Tout à l'heure, dans votre argumentaire, vous avez évoqué deux choses assez importantes qui rythment la vie politique de notre pays, à savoir le pluralisme politique et la liberté d'expression. Est-ce que vous pensez que, au niveau de ces deux facteurs, de ces deux valeurs, est-ce que, au cours de notre parcours démocratique, est-ce que nous avons fait de mauvais choix à ce sujet? Je ne crois pas que nous ayons fait de mauvais choix. La conférence nationale de 1990 a été une occasion où les Béninois, jadis peut-être antagonistes, minés par des malentendus, minés par un certain nombre de crises, ont pu une nouvelle fois trouver en eux-mêmes les ressources nécessaires pour transcender les petites querelles intestines et aller vers une certaine réconciliation, se parler et lancer le développement du pays. Ça a été une phase importante de la vie de notre pays. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, vous ne verrez pas beaucoup de monde parler de l'histoire du Bénin sans faire référence à la conférence de 1990. Justement, lorsqu'on parle de la conférence des forces vives de 1990, vous avez parlé de pluralisme politique. Récemment, avec le président Patrice Talon, dont vous êtes l'un des soutiens, il y a eu la réforme du système partisan. Est-ce que vous pensez qu'en 1990, le multipartisme intégral qui a été choisi était peut-être une erreur? C'est chemin faisant que les gens ont ajouté intégral. Ce qui est sûr, la conférence nationale a parlé de multipartisme. Lorsqu'on a parlé de multipartisme, que ce soit qu'on ait ajouté intégral ou pas, c'est une façon de donner la liberté aux citoyens de s'engager dans la vie politique, chacun avec sa sensibilité, chacun avec son idéal politique. Cela dit, je ne peux pas dire qu'on a commis une erreur. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment encadré. Et c'est ce que la réforme du système partisan fait aujourd'hui. Toute chose que vous ne parvenez pas à encadrer peut vous conduire vers les dérives, vers des déviances. Voilà pourquoi il s'est avéré nécessaire à un moment donné de dire, pour ce petit pays, excusez-moi, petit pays entre griffes, d'à peu près 11 à 12 millions d'habitants, qu'on aille jusqu'à 250 à 300 partis, il y a quelque chose d'important que nous risquons de jeter en pâture. L'unité nationale, c'est extrêmement important que chaque famille se lève et se mette derrière son clavier, crée un parti, parce que le système n'était pas suffisamment encadré. Nous avons assisté à une pléthore de partis politiques, à une constellation de partis politiques dont les idéaux des uns ne sont pas forcément différents des idéaux des autres. Alors, si on véhicule les mêmes idéaux, pourquoi ne pas se mettre ensemble? Pourquoi ne pas se mettre ensemble? C'est ce que tente de corriger aujourd'hui la réforme du système partisan, qui n'exclut pas le multipartisme. Vous constatez qu'aujourd'hui, le multipartisme existe toujours. Il y a, je crois, si je ne m'abuse, il doit y avoir à peu près 15 partis aujourd'hui qui animent la vie politique nationale. La vie politique nationale. Alors, lorsqu'on parle d'indépendance, on parle également de développement. Vous êtes béninois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier d'être béninois? Est-ce que, sur le plan du développement, est-ce que votre pays est sur la bonne route? Absolument. Absolument. Je crois que notre pays est sur la bonne route. Je n'ai pas... lorsque on travaille, il y a certainement
des insuffisances à corriger, mais chemin faisant, nous allons corriger ces insuffisances. Mais pour ma part, notre pays s'est engagé sur la bonne voie, sur la voie du développement. Sur la voie du développement. Alors, vous êtes un soutien du président Patrice Talon qui, lors de sa campagne électorale pour 2021, a dit le développement, ça y est. Qu'est-ce qui vous rend autant admiratif dans, la démarche de gestion du pays du président Patrice Talon? En fait, lorsque il dit le développement, ça y est, c'est que le président Talon a pris son premier mandat, les 5 années qu'a duré son premier mandat, à mettre en place les fondements pour lancer véritablement le développement. Non pas que les autres, ceux qui l'ont précédé, n'avaient rien fait. Mais lui, il a essayé de poser des soubassements d'un développement plus, comment dirais-je, plus consistant, n'est-ce pas? D'un cheminement qui va durer dans le temps. C'est peut-être un développement durable. Durable. Je ne veux pas dire développement durable pour ne pas aller vers autre conception lorsque les gens parlent de développement durable. Mais je veux dire d'un développement solide du pays. Voilà. D'un développement solide du pays. Alors, sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'économie, sur le plan de l'agriculture, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui? Je retiens que nous faisons du bon travail. Du bon travail. Les chiffres nous confortent dans cette opinion et les institutions internationales qui jugent le niveau de développement de chaque pays nous confortent dans ce que nous disons. Dans ce que nous disons. Alors nous parlons d'indépendance et lorsqu'on parle d'indépendance également la cohésion nationale elle est évoquée récemment. Nous avons le décès d'une icône de la vie politique du Bénin en la personne de Rosine Vieira-Soglo. Dites-nous Eugène Dossoumo, qu'est-ce que vous retenez du parcours de cette brave Amazone? Bon, je profite de cette occasion pour dire que la nouvelle de la disparition de Madame Rosine Vieira-Soglo est une nouvelle qui m'a profondément attristé. Pour ma part, je retiens de cette brave dame le souvenir d'une dame très engagée, d'une dame qui sait défendre ses opinions, n'en déplaise à ceux qui ne partagent pas ces opinions-là. Et pour ma part, je dois vous avouer très honnêtement ici que je n'ai pas toujours été du côté... Pas toujours partagé ses avis. Je n'ai pas toujours partagé ses prises de position, mais j'ai toujours admiré, disons, son courage. Savez-vous que notre environnement n'est pas toujours favorable, disons, à l'expression libre de la femme. C'est aussi là un défi que nous essayons de relever chaque jour. Cela dit, elle, de son vivant, elle a quand même le courage de s'affirmer, de dire ce qu'elle pense. Et contre vents et marées, elle faisait triompher ses idées. Bon, ces idées ne sont pas toujours partagées, je le dis une nouvelle fois, mais ce n'est pas ça qui est l'important pour elle. L'essentiel pour elle, c'était de pouvoir s'affirmer. Et là, je reviens encore à la conférence nationale qui a donné cette possibilité. Parce que, de par le fait qu'elle ait pu avoir la possibilité de dire ce qu'elle pense, c'est que le pays lui en a fourni, disons, les moyens. Le contexte était favorable. À un moment donné de l'histoire de notre pays, ce n'était pas toujours cela. Ça n'a pas toujours été ça. Donc, à partir de la conférence nationale, chacun, comme je le rappelais tout à l'heure,
avait la possibilité de s'exprimer, de dire ce qu'il pense. Donc nous avons la liberté d'expression, nous avons la liberté d'association. Ce qui l'a amené justement à ce qui lui a permis de créer son parti, la Renaissance du Bénin d'alors. Donc à cette occasion, je voudrais dire mes condoléances à tous les militants de son parti d'alors, la Renaissance du Bénin, dire mes condoléances à la famille Vieira, à la famille Soglo et à mon ami Galiou Soglo, avec qui j'ai travaillé pour quelques années ensemble dans le gouvernement du président Yahi. Du président Boni Yahi. Alors, lorsque vous parlez de Galiou Soglo, on parlera également de Léadi Soglo, qui sont des enfants de Rosine Vieira Soglo. Les uns et les autres estiment, tout au long de cette semaine, ça a été objet de commentaires sur la toile, estiment que avec le décès de Rosine Soglo, c'est l'occasion pour que les relations entre Patrice Talon et la famille des Soglo puissent se raviver. Comme pour dire qu'à quelque chose, malheur est bon. Si c'est le cas, nous allons tous saluer cela. Mais est-ce que le problème est forcément un problème entre Patrice Talon et la famille Soglo, ou bien un problème d'envergure nationale? Quoi qu'il en soit, toutes les occasions pour se réconcilier, pour vivre entre frères, il faut toujours les saisir. Il faut toujours les saisir. Alors, on parlait tout à l'heure tantôt de la cohésion nationale. C'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure en fin d'émission lorsqu'on parlera de la rencontre entre Ouattara et Gbagbo. Mais dites-nous, est-ce qu'avec l'environnement actuel, est-ce qu'il n'est pas nécessaire qu'une action politique soit effectuée pour que le vivre ensemble soit davantage amélioré? Je crois que les actions sont en cours. Vous avez suivi il y a quelques mois, il y a certaines de nos localités qui étaient en proie à des violences. Lorsque je vais dans les collines, il y a les zones de Savère, de Banter, et dans le Borgou, les régions de Parakou et autres. Mais au jour d'aujourd'hui, le gouvernement, avec les acteurs politiques et les natifs de ces différentes localités, il y a des actions qui sont menées dans le sens de ramener la paix, d'assurer la cohésion au niveau national et de repartir sur de nouvelles bases. Personnellement, je fais partie du comité de réconciliation pour ce qui concerne ma localité, Savère, je veux dire, et je connais aussi des amis qui, dans leur localité, font partie des comités chargés de réfléchir pour ramener la cohésion. Vous avez vu à plusieurs reprises, je crois, c'est hier ou avant-hier, le maire de Banter a été reçu par le président de la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État a reçu les têtes couronnées, les sages de Banter dans son palais. C'est des actions qui concourent déjà à ramener la paix. Mais on doit aller peut-être plus loin, à continuer à poursuivre ces actions, les renforcer au besoin, et pour que le Bénin retrouve la cohésion nécessaire. Justement, lorsque vous nous dites que vous êtes membre d'un de ces comités-là pour ramener la paix et la cohésion au sein de dites communes qui ont été objets de violences électorales, dites-nous dans la commune de Savère, quelle est l'ambiance aujourd'hui? Lorsque Eugène Dossoumo soutien du gouvernement sera à Savère, est-ce qu'il est en toute sécurité, en toute quiétude? Puisque on a vu des domiciles tels que celui de André Okolonla qui ont été saccagés. Donc, André Okolonla, à qui vous partagez la même famille politique. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque Eugène Dossoumo se rend à Savère, est-ce qu'il est en sécurité? Puisque je vous dis que j'y vais souvent. Mais est-ce que vous y allez accompagné de garde du corps, accompagné de forces de l'ordre? Je n'en ai pas. Je n'ai même pas de garde du corps. Et je n'ai jamais senti le besoin d'en demander lorsque je vais chez moi. Je vais chez moi, je vais en famille. La dynamique aujourd'hui, c'est d'aller vers la réconciliation.
et chacun partage cette dynamique. C'est ça qui est intéressant dans la chose. Toutes les forces qui se sont opposées il y a quelques mois voient aujourd'hui la nécessité d'aller vers cette réconciliation. Et c'est ça que je disais il y a quelques mois, qui ne sert à rien d'aller vers la violence tant qu'on peut encore s'asseoir pour se parler. Vous voyez la scène que nous ont offerte récemment les présidents Ouattara et Gbagbo de la Côte d'Ivoire. Vous avez dit qu'on va aborder, mais j'anticipe. Oui, vous pouvez anticiper. Voyez-vous, le sujet. Tout ça pour tout ça. On a fait tout ce qu'on a fait là pour finir par se retrouver et rire ensemble. Qu'est-ce qui avait empêché de faire ça dans le temps? Et permettre aux citoyens ivoiriens à l'époque de faire économie des milliers de morts, des charniers qu'on a découverts, des fosses communes qu'on a découvertes par la suite, alors que on a la possibilité de s'asseoir pour se parler. Malheureusement, à des moments donnés, il y a des gens comme nous qui prêchons, mais qui paraissons comme des gens qui prêchent dans le désert. À plusieurs reprises, vous m'avez certainement suivi. Avant ces violences, j'ai toujours envoyé des messages de paix et j'ai toujours demandé à mes frères d'éviter d'aller vers la violence parce qu'elle ne profitera à personne. Elle ne profitera à personne, surtout pas à notre localité, qui n'avait pas souvent la chance de bénéficier de certaines choses. Et pour une fois qu'on voit quelque chose pointer à l'horizon, ce n'est pas l'occasion d'aller vers la violence, détruire le peu que nous avons. Aller détruire la maison, vous avez évoqué tout à l'heure la destruction de la maison du député Okunlola. Ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? Okunlola qui est un parent, à vous tous. Okunlola, de toutes les façons, il est fils de Savait. Pourquoi on va le chasser de chez lui? Pourquoi on va brûler sa maison? Alors, justement... Quoi qu'il veuille faire, qu'on veuille l'accepter ou qu'on ne veuille pas l'accepter, hein? Mais à quoi ça sert d'aller brûler sa maison? Est-ce que quand on a brûlé sa maison, ça a réglé les problèmes? Ça a réglé les problèmes? Ça n'a réglé aucun problème. Au contraire, ça a contribué à empirer les choses. Or, on aurait pu sagement faire économie de tels actes de vandalisme. Hein? Et trouver l'occasion de toujours s'asseoir pour se parler et trouver les moyens. Et l'histoire de notre pays nous a même fourni beaucoup d'exemples dans ce sens-là. Nous évoquions tout à l'heure la conférence nationale de 1990. Vous savez que les gens, nos aînés de l'époque, en sont arrivés à un moment où ils se sont dit, mais il faut que nous nous pardonnions les uns les autres. Il y a eu des gens qui étaient condamnés à mort. Heureusement qu'il n'y a pas eu exécution. Il y a eu beaucoup d'exilés. Il y a eu beaucoup de gens qui ont souffert dans leur chair, dans la période. Et à la conférence nationale, on a dit, nous avons vaincu la fatalité. Plus jamais ça au Bénin. Plus jamais ça au Bénin, là, ce n'est pas seulement sur le plan national. Plus jamais ça au Bénin, c'est dans chacune de nos localités. C'est dans chacune de nos maisons. Nous devons pouvoir cultiver la tolérance, nous aimer et faire en sorte que le mot fraternité, qui est le tout premier mot de la devise de notre pays, que ce mot-là ne soit pas seulement un vain mot, que ce soit une culture de tous les jours. Chaque Béninois a besoin de cultiver ça. Voilà ce que je pourrais dire
rapidement sur la situation cette question actuelle à Savé. Mais justement, lorsque on parle de situation à Savé, en 2019, il y a eu les mêmes événements, que ce soit à Savé, à Banté, à Tchaourou. Et dans le temps, il y avait eu également un comité qui avait été mis en place pour qu'on puisse essayer de faire raisonner un peu les jeunes qui étaient à la base de ces violences électorales. Mais les mêmes causes ont produit encore les mêmes effets en 2021. Qu'est-ce qui pourrait nous garantir qu'en 2023, il n'y aurait pas encore ce que nous déplorons? Non. Nous avons suivi de très près ces événements-là parce que toutes ces zones que vous citez sont des zones qui nous concernent personnellement et qui nous concernent également en tant qu'acteurs politiques, en tant qu'autorité d'un certain niveau. Donc, l'affaire de ces comités, je peux dire que c'est maintenant que le gouvernement s'est impliqué dans les comités. Les comités dont vous parliez, c'était des initiatives pas tout à fait coordonnées. C'était des initiatives de quelques cadres. Et comme vous le savez, dans notre pays, chacun se méfie de l'autre. Et pourquoi? Personnellement, j'ai initié un comité. Et pourquoi? Parce que c'est la lutte de leadership, c'est des luttes stériles, politiques, etc., etc. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement ait pu trouver des voies pour aller vers ces réconciliations-là avec des personnes n'est neutre, mais avec des personnes qui n'ont pas les engagements politiques que nous avons. N'est-ce pas? Même s'ils ont leur sensibilité, ils ne les font pas transparaître, ils n'en font pas un cheval de bataille comme les acteurs politiques qui défendent leur camp. Et ces personnes que le gouvernement est parvenu à identifier dans chaque localité font montre d'une certaine impartialité qui rassure. Mais est-ce que vous avez essayé un peu d'échanger avec les acteurs politiques du cas adverse? Puisque je vous dis que en tant qu'acteur politique, je suis membre d'un comité. Donc il y a ceux du cas adverse aussi. Donc il y a toutes les forces politiques de chaque localité qui sont invitées et qui sont représentées dans ces comités. Okay. Il y a des sages qui sont représentés dans ces comités. Il y a des cadres qui sont politiquement neutres, en tout cas qu'on peut considérer politiquement neutres, qui sont également membres de ce comité. C'est pour ça que je vous dis que c'est des comités qui dégagent aujourd'hui une certaine confiance par rapport à des comités initiés par des acteurs politiques et qui ne donnaient pas tout à fait confiance à d'autres acteurs politiques des camps adverses. Alors, pour revenir au sujet principal, qu'est la célébration de l'indépendance, cette année, il y aura une célébration de l'indépendance sans défilé militaire. Dites-nous, jeunes d'Ossoumour, est-ce que cela vous pose un problème? Pas du tout, c'est le contexte qui l'impose. On ne peut pas vouloir faire la fête et conduire le peuple à l'abattoir, si je puis ainsi m'exprimer. Vous savez le contexte de Covid-19 que nous vivons aujourd'hui. Lorsque nous parlons de défilé, qu'on veuille inviter des populations ou qu'on ne les invite pas, elles se font inviter, elles s'invitent d'elles-mêmes. Et dans ce contexte, on est sûr de rien par rapport à cette pandémie. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de la rencontre entre Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo. Quels sont les enseignements que vous en tirez? Les enseignements que je tire, c'est qu'il faut éviter de se tirer dessus, de dresser les armes les uns contre les autres pendant qu'il est possible de s'asseoir. C'est vrai que dans la vie, il y a des crises
qui permettent de finir par arranger les choses. Mais tant qu'on peut minimiser les conséquences de ces crises, il faut toujours travailler à minimiser ça. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec tous les corollaires et toutes les conséquences qu'on a vécues, je crois que la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin de ça. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer? Les leçons, c'est qu'il faut toujours privilégier le dialogue à l'expression des armes. Il faut toujours privilégier le dialogue par rapport à l'expression des armes. Alors, vous êtes sur le plateau ici également en tant que secrétaire administratif permanent du Parti politique Bloc républicain, dont vous en êtes membre du bureau politique. Je m'en voudrais de vous laisser partir sans quand même vous interroger au sujet de comment se porte le Parti politique Bloc républicain ces derniers jours, surtout avec les vagues de démissions. Il ne se passe une semaine sans que l'on ne lise dans la presse nationale ou peut-être sur la toile qu'un membre du BR a démissionné. Bon, c'est à votre secrétariat qu'on dépose la démission. Bien sûr, c'est au secrétariat et je suis tout à fait bien placé et bien à l'aise pour vous en parler. Voyez-vous, vous avez demandé la santé du Parti Bloc républicain. Eh bien, je vous dis que le Bloc républicain se porte bien et se porte même très bien. Et les dernières semaines, comme vous dites, ont été jalonnées d'activités initiées, exécutées par le Parti Bloc républicain sur toute l'étendue du territoire national. Et les dernières manifestations du Bloc républicain à tout propos se sont même déroulées dans le département du Plateau récemment, à Pobet, avec une forte mobilisation des militants et militantes du Bloc républicain. C'est pour vous dire que le Bloc républicain se porte bien et très bien. Ce n'est que des démissions que les gens parlent. Les gens ne parlent pas des adhésions massives. Et nous ne voulons pas verser dans des polémiques du genre on démissionne. L'adhésion à un parti politique, comme la décision de démissionner du parti politique, ce sont des décisions personnelles. Si moi, Eugène Dosoumou, un jour, l'envie m'a pris d'adhérer au Bloc républicain et que le lendemain, je ne veux plus faire partie de ce parti, qu'est-ce que je suis pour que le parti ne vive pas? Je suis rien. J'apporte tout simplement ma contribution. J'ajoute ma petite contribution à celle nombreuse des autres acteurs pour faire le parti. Et ce que je voudrais ajouter, un parti, c'est tout un système. C'est un certain nombre de choses, un certain nombre de paramètres combinés pour faire ce système-là. L'individu qui se met sur la route du système se fait forcément broyer par le système. Vous ne pouvez pas entraver la marche d'un système. En tant qu'individu. Non. Il y a peut-être des gens qui ont cette force-là. Même personnellement, le jour où les gens adhèrent, ils ne font pas grand bruit pour dire nous sommes en train d'adhérer. C'est le jour où ils démissionnent, comme aujourd'hui. Fort heureusement, aujourd'hui, il y a la liberté d'expression. Il y a les réseaux sociaux qui sont partout. Chacun se met derrière son clavier et quand bien même il n'a derrière lui que l'ombre de lui-même, il vient dire j'ai tel nombre de personnes derrière. Ce n'est pas pour minimiser ni banaliser la situation. Mais je veux vous dire qu'il y a
plus de bruit que de faits réels. Il y a plus de bruit que de faits derrière. Que de faits réels. Que de faits réels, voilà. Alors, Eugène de Soumou, dites-nous, la plupart des démissionnaires estiment que le parti politique est mal géré. Ils estiment que, disons, appelons un chat, que le leadership du président Abdoulaye Bianthiali n'est pas convenable à la gestion du parti pour plus d'efficience et d'efficacité. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, écoutez, un parti politique ne se gère pas par une seule personne. Lorsque vous m'avez présenté tout à l'heure, vous avez dit membre du bureau politique. Ça veut dire qu'il y a un bureau politique, n'est-ce pas, composé d'un certain nombre de personnes qui réfléchissent et qui travaillent à faire grandir le parti. Après le bureau politique, pour ce qui concerne le bloc républicain, il y a le bureau exécutif national. Donc, monsieur Abdoulaye Bianthiali, comme vous dites, il n'est pas seul à aller s'asseoir quelque part pour prendre des décisions. Ce sont des décisions collégiales qui sont mûries et décidées par des instances compétentes en la matière, les instances statutaires du parti. À partir de cet instant, la tête de Bianthiali peut plaire ou ne pas plaire. Que chacun trouve que la gouvernance du BR ne lui convient pas ou que la gouvernance lui convient, bon, écoutez, chacun apprécie à sa manière. C'est aussi ça, la liberté d'opinion, la liberté d'appréciation. Donc, cela dit, je ne peux pas non plus dire que tout est parfait. Seuls ceux qui ne font rien, dit-on, ne commettent pas des erreurs. Encore qu'en ne faisant rien, c'est également une erreur de ne rien faire. Tous ceux qui entreprennent quelque chose, à des moments donnés, commettent des erreurs. Il peut y avoir des erreurs dans la gouvernance du parti. Mais encore, faudrait-il que, en tant que militant convaincu, si on est véritablement un militant convaincu, il faudrait régler ces petits différends au sein du parti, à l'interne. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux, ce n'est pas dans les journaux, comme on voit certains faire là, qu'on règle des problèmes d'un parti politique. Ces façons de faire, c'est juste une façon de s'attirer l'attention sur soi et une façon de reconnaître qu'en réalité, en dehors de ces bruits-là, on n'est rien. C'est une façon indirecte de montrer aux gens que sans le bruit qu'on fait dans les réseaux sociaux, sans le bruit qu'on fait à travers des journaux, on n'est rien. Vous ne verrez pas des gens sérieux aller régler les problèmes de leur parti dans les réseaux sociaux. Je ne crois pas. Vous ne croyez pas. Alors, nous tendons progressivement vers la fin de cette émission. Le bloc républicain va effectuer son conseil national très prochainement, j'espère. Oui. Est-ce qu'avec la faveur, nous préparons activement. Est-ce qu'avec la faveur actuelle, avec les démissions de part et d'autre, est-ce que le parti reste solide pour tenir ce conseil national à bonne date? Et puisque je vous dis qu'il n'y a pas que des démissions, en même temps que vous parlez des démissions... sur le plan politique, c'est des questions de rapport de force. Est-ce que absolument. Les entrées en... Nous, on ne va pas vous dire combien d'adhésions nous sommes en train de recevoir aujourd'hui. Attendez. À une autre occasion, j'avais déjà dit que 2023 sera déterminant. Alors, attendons. Bientôt, ce sera le congrès du parti et vous verrez de quoi le parti est capable. Et en 2023, c'est là qu'on verra si les démissions ont des conséquences ou bien si c'est les démissionnaires qui ont des raisons de démissionner ou bien si c'est le parti qui a des raisons de garder une certaine ligne de conduite, de savoir punir quand il faut punir
et de savoir récompenser quand il y a lieu de récompenser. Alors, dernière question, pour ne pas dire avant-dernière, avant le message de fin, avant-dernière question pour finir. Eugène Dosunmu, vous êtes acteur politique depuis quelque temps, vous avez été même sous-préfet dans les époques où le titre en valait la peine. Vous avez aussi contribué à rythmer la vie politique du pays à votre manière. Depuis quelque temps, après, malgré la réforme du système partisan, on note des démissions de part et d'autre, beaucoup plus dans la mouvance présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a encore des mécanismes à mettre en place selon vous, à titre personnel, pas en tant que membre du BM, mais à titre personnel, est-ce qu'il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place pour essayer un peu de réguler davantage le système partisan afin que les gens ne démissionnent plus pour des questions opportunistes? Non, on ne peut pas empêcher des gens de démissionner. Mais est-ce qu'on ne peut pas conditionner, par exemple... On ne peut pas empêcher des gens d'adhérer... Je donne un exemple, Permettez. Oui. On ne peut pas empêcher des gens d'adhérer au parti de leur choix. De la même façon, il n'y a aucun mécanisme pour empêcher quelqu'un de démissionner d'un parti lorsque bon lui semble. Le faire, c'est porter entorse à sa liberté d'association. Voilà, porter entorse à sa liberté d'association, mais le problème reste que si la réforme du système partisan a été effectuée, c'est pour qu'on ait des partis politiques beaucoup plus forts, et que s'il y a des migrations de part et d'autre, c'est que les uns et les autres, les acteurs politiques, sont à la recherche de leurs intérêts. Alors s'ils restent dans la recherche de leurs intérêts, ça veut dire que nous aurons encore des partis politiques opportunistes, des gens qui se retrouvent juste par affinité pour peut-être marchander le soutien politique avec un régime, et non pour avoir un parti politique qui est fidèle à une idéologie. Ce que vous dites me permet de revenir un peu en arrière. Tout à l'heure, vous me posez la question de savoir si l'option du multipartisme par la conférence nationale était une erreur. Et je vous disais, non, ce n'était pas une erreur, c'était pas ce qu'il fallait faire. Mais ce qui avait certainement manqué, c'est l'encadrement. Aujourd'hui, le système partisan est bien encadré. Bien encadré ne signifie pas que on a privé les uns et les autres de leur liberté de créer des partis. Là, vous êtes, pourvu que vous remplissiez les conditions de 15 militants par commune, n'est-ce pas? Lorsqu'on sait un peu comment certains acteurs politiques s'en procurent. Si vous permettez, oui, de faire leur dossier et de vous faire accepter au niveau du ministère de l'Intérieur, vous avez votre récépissé, n'est-ce pas? Mais est-ce que cela s'arrête là? Il va falloir que vous participiez aux élections, n'est-ce pas? Et après avoir participé aux élections, il vous faudra atteindre un quota pour pouvoir valider tout ce que vous avez fait, n'est-ce pas? J'espère que vous me suivez. Je vous suis très bien. Bon, lorsque vous avez fait tout ce parcours et que vous-même, à un moment donné, vous vous asseyez, vous faites l'évaluation, vous vous demandez si est-ce que vous aviez bien fait de quitter votre parti d'origine pour aller créer un parti peut-être qui n'en vaut pas la peine. Et tenez-vous bien, toujours dans l'encadrement du système partisan actuel, lorsqu'un parti faillit, si un parti ne participe pas un certain nombre de fois, je crois 2 fois, aux élections législatives, ce parti est réputé ne plus exister. Donc, que des gens usent de leur liberté de créer des partis, ce n'est pas un problème. Mais faudrait-il que par la suite, ils soient capables de participer aux élections, faute de quoi, mon cher ami, chacun va constater que son entreprise est vouée à l'échec et il ne s'en prendra à personne. Dans ce cas-là, il aurait cherché, il aurait trouvé. Il aurait cherché, il aurait trouvé. Alors, Eugène Dosunmu, nous sommes à la fin
de cette émission. Nous sommes le jour de la célébration de la fête de l'indépendance. Vous allez regarder droit dans la caméra pour dire un mot à l'endroit des amis internautes qui ont pris un peu de leur data mobile pour suivre cette émission et à l'endroit également des militants BR qui, lorsqu'ils ont vu l'annonce de cette émission, en voyant que c'est Eugène Dossoumo, secrétaire administratif permanent du parti politique, vous qui êtes au secrétaire du parti politique, qui êtes tous les jours au siège du parti politique, ils ont voulu suivre cette émission, vous allez leur adresser un message peut-être rempli d'espérance et qui consacre également la célébration de l'indépendance. Merci beaucoup. Un message d'espérance. D'abord, je veux saluer tous les citoyens béninois, leur souhaiter bonne fête malgré le contexte de pandémie que nous vivons et que je leur souhaite de suivre scrupuleusement les consignes des autorités sanitaires et des autorités du pays en général. Pour ce qui concerne le BR, je voudrais réitérer mes vœux de bonne fête à tous les militants du Parti Bloc républicain, inviter les membres du Parti Bloc républicain à la sérénité et au calme, que chacun garde son sang-froid et que nous travaillons à faire en sorte que notre parti grandisse comme nous l'avons fait jusqu'ici. Et à tous les citoyens, je voudrais dire que nous avons à beaucoup gagné en faisant économie des énergies que nous déployons inutilement pour aller vers la violence, alors que les voies pour aller vers la paix sont encore nombreuses et qu'on peut toujours prospecter ces voies-là, pour peu que la volonté existe, la volonté de coexistence pacifique, la volonté de tolérance des uns et des autres, la volonté de renforcer l'unité nationale. Voilà quelques mots que je voudrais dire pour vous remercier encore une fois de m'avoir permis de saisir l'occasion de ce plateau pour dire quelques mots à l'endroit de mes concitoyens. Merci. Merci à vous, Eugène Dossoumo. Chers amis internautes, on retiendra entre autres de cette émission qu'à l'entame, notre invité a fait savoir que la célébration de l'indépendance est un événement majeur de la vie de notre pays. C'est un jour de fête, c'est une occasion pour faire le bilan du chemin parcouru. Il a fait au cours de cette émission l'historique des différentes étapes, des 3 phases phares majeures qui ont marqué la vie politique du Bénin de 1960 à nos jours. Il a formulé à l'occasion des vœux de bonne fête de l'indépendance à tous les Béninois et à toutes les Béninoises. Il a rappelé au cours de son argumentaire l'essence et le bien fondé de la réforme du système partisan. Il est revenu sur les dispositions qui encadrent la dite réforme et il a précisé que la réforme du système partisan n'exclut pas le multipartisme consacré dans la constitution du Bénin. Notre pays est sur la bonne route, celle du développement, à en croire Eugène Dossoumo, qui est secrétaire administratif permanent du Parti politique Bloc républicain, également membre du Conseil économique et social, qui est une institution de la République. Il a partagé avec nous les raisons motifs de son admiration à la gouvernance du président Patrice Talon. Il a fait savoir que d'énormes progrès sont effectués sous le leadership éclairé du président Patrice Talon dans tous les domaines, à savoir secteur énergie, eau, santé et bien d'autres. La disparition de Rosine Vieira Soglo l'a profondément attristé. Il retient d'elle une femme très engagée. Il n'a pas toujours, partagé ses prises de position politique, mais il a toujours été très admiratif du courage d'une brave Amazone. Il a présenté au cours de cette émission ses condoléances à la famille de l'illustre disparu, à sa famille politique et à toute la nation béninoise. Toujours au cours de cette émission, il a décrit l'ambiance qui règne actuellement au Bénin, notamment dans le département des Collines, précisément à Savet, qui est sa commune native. Il regrette les événements douloureux qui sont déroulés lors des élections présidentielles, notamment les violences électorales qui ont consacré des actes de vandalisme. Il a livré quelques enseignements qui découlent de la rencontre entre Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo. Il invite les Béninois à la culture de la tolérance et de l'amour. Il nous a renseigné sur
sur les comités qui sont mis en place dans le département des collines pour que la paix et le calme soient de retour afin que de terribles événements comme nous avons assisté en 2019 et en 2021 ne surviennent plus lors de prochaines joutes électorales. Il a dit que pour lui, le contexte et la COVID-19 imposent une célébration sans défilé militaire et cela ne pose pas de problème parce qu'il faut préserver la vie humaine qui est très chère. Il a exposé les leçons à en tirer de la crise ivoirienne et parlant de sa formation politique, le Bloc républicain, pour lui, le Bloc républicain se porte très bien et se porte bien. Les gens communiquent et parlent des démissions, mais ils ne mettent pas un coin de voile sur les adhésions. Pour lui, secrétaire administratif permanent du parti politique, il y a beaucoup d'adhésions et que le parti politique ne tient pas à communiquer dessus. Il a rappelé au cours de son argumentaire le fonctionnement orthodoxe d'un parti politique. Il a fait savoir également que Abdoulaye Biachane, secrétaire général national de la dite formation politique, prend des décisions collégiales qui sont mûries par les instances du parti politique et donc il ne prend pas de décision unilatérale. On ne règle pas le problème d'un parti politique dans les journaux ou sur les réseaux sociaux, a fait savoir notre invité au cours de cette émission qui nous a annoncé que le congrès du parti politique Bloc républicain se tiendra très bientôt et très prochainement pour que le parti puisse être davantage vivifié pour affronter les prochaines joutes électorales. Il a rappelé les dispositions de la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin au cours de cette émission. Et puis en fin d'émission, dans son message, il a invité les uns et les autres à la sérénité et au calme. Il a invité à la paix et à la concorde. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Absolument. Merci à vous, Eugène Dossoumo. Je rappelle que vous êtes secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain, membre du bureau politique de la dite formation politique, membre du conseil économique et social du Bénin, ancien secrétaire général du gouvernement. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Très bonne fête de l'indépendance. On se retrouve demain 2 août pour Free Matin.